La question du racisme. Eh, la France est comme ci, ah, la France est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Adama Traoré, Théo, encore le jeune Gabriel qui s'est fait massacrer dernièrement. Soit tu te dis, on arrête, on regarde, on se dit, on fait le tri, on fait le ménage. Je sais pas si on peut parler de racisme, de rejet, de peur, de ceci, cela. Est-ce que c'est pire? Est-ce que ça s'est arrangé? Est-ce que pas du tout? Merci pour la question. Alors, il est vrai que la question du racisme en général est une question que très souvent nous évacuons chez nous, dans la communauté musulmane, en avançant très rapidement des principes qui, c'est vrai, existent, mais qui, il faut le reconnaître, n'existent pas seulement chez nous. Quand on regarde les différentes traditions, on trouvera que dans les déclarations, eh bien, on proclame l'égalité des hommes. Mais dans les faits, c'est pas tout le temps le cas, voire rarement le cas. Et chez nous, quand on regarde les différentes paraboles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde les différents versets du Coran qui parlent justement de l'origine unique de l'homme. Par exemple, quand dans Surat An-Nisa, le chapitre 4, verset 1, Dieu dit par exemple que Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Donc on insiste beaucoup sur cette idée de nafsin wahida, qui est reprise d'ailleurs dans Surat Al-A'raf au verset 189, où Dieu dit Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Étymologiquement, tu es linguiste. Oui. Comment nafsin wahida? Comment tu... En fait, il aurait pu justement dire Huwa alladhi khalaqakum min nafs. Il est celui qui vous a créé. Nafs, on appelle ça nakira en arabe. Nafs, c'est l'équivalent de une âme. Indéterminée. Sauf que le fait de rajouter wahida a pour mission justement de dire une, a pour mission de donner de l'insistance. Okay. Parce que en fait en arabe on n'a pas besoin de rajouter le déterminant indéfini ou plutôt l'adjectif numéral indéfini un. Ra'aytu rajulan, j'ai vu, c'est l'équivalent en français de j'ai vu un homme, parce que un ici est rendu par le tanwin. Donc en fait c'est une répétition. Un homme unique, c'est ça. Voilà, exactement. Donc en fait une manière d'insister sur le caractère unique de l'origine humaine. Vous venez tous d'un seul endroit. Et d'ailleurs on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte du prophète que dans le sermon des dieux, dans le pèlerinage des dieux, il a dit aux gens Ya ayyuhan nas, ou vous les hommes, inna rabbakum wahid. Votre Seigneur est unique. Wa abakum wahid. Votre Père est un. Kullukum min Adamin wa Adam min turab. Vous êtes tous d'Adam et Adam vient de terre. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans les gènes même de l'islam. Et on rapporte l'imam Al-Baghawi dans son exégèse, quand il fait l'exégèse du verset Ya ayyuhan nas dans Surat Al-Hujurat, le verset 39, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous, eh bien, shu'uban, des tribus. Alors le terme sha'b est assez beau en arabe, hein, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'adad. C'est ce sha'b. Adad en arabe, c'est l'équivalent de ce que l'on pourrait appeler les mots opposés. Alors il y a un nom en linguistique qui fait un peu barbare. Pas trop compliqué, Mohamed. Et qui justement en français sert à parler de ces mots qui ont la particularité de dire une chose et son contraire. Vous avez par exemple le terme qui est souvent utilisé dans les sciences dites islamiques, le terme qur'. Pour parler de la période de viduité d'une femme,
eh bien, on dit thalathat quru'. Qur', c'est à la fois la période, c'est la pureté, comme c'est la période des règles. Et du coup, en fait, on a des mots comme ça qui sont présents. Et le terme sha'b, ça veut dire peuple, donc quelque chose d'uni, mais ça peut dire également des branches. Alors, qu'est-ce que les hommes n'ont pas compris avec tout ça? Donc en fait, ce que les Ça, hommes... c'est de la théorie. En fait, tout cela, c'est la théorie. Voilà. Et justement, pour finir là-dessus, c'est que nous avons, avec ces références-là, on vous a créé d'un même endroit et nous vous avons rendu différents, mais pour deux objectifs dans le Coran. Le premier objectif, c'est de montrer l'excellence du Créateur, qui a voulu que la divergence des langues, des couleurs, soit un signe qui renvoie à son ingéniosité. Et en aucun moment comme étant un signe renvoyant à l'infériorité d'un groupe par rapport à un autre. Ça, c'est une trahison totale, en fait, cette manière de voir les choses, mais on va en dire un mot dans un instant. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on nous a créés pour dépendre les uns des autres, pour se connaître les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle nous autres disons que dans le Coran, il y a 5 finalités pour la création de l'homme, dont, justement, le fait que nous avons été créés pour nous connaître. Li ta'arafu. Et le terme li en arabe, on appelle ça lam ou ta'lil ou lam ou kay. C'est l'équivalent de ce qu'on appellerait en français le complément circonstanciel de but. Je t'ai fait pour ça. Donc, de même que Dieu nous a dit « Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budoun » je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, il dira aussi « Li ta'arafu » donc c'est une finalité, maqsid min maqasid khalq al-insan, c'est une des finalités de la création de l'homme. Mais ce qui se passe par la suite, c'est quoi? Ce qui va se passer par la suite, comme le dit très bien Adam, il y a malheureusement le message et la trahison de celui-ci, malheureusement. C'est que très souvent, et c'est la raison pour laquelle le Coran va souvent nous dire « Lima taquluna ma la taf'aloun » pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous chantez? Et c'est très fort, en fait. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Parce qu'en fait, ne pas dire du tout vaut mieux que dire et faire le contraire de ce qu'on dit. Et le Coran ne dit pas « Pourquoi vous faites le contraire de ce que vous dites ?» Non, 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 non. Le Coran dit « Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas ?» Lima taquluna ma la taf'aluna. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Et nous sommes dans cette situation. C'est-à-dire, nous chantons des principes, mais des principes que nous ne respectons dans les faits que très rarement. Alors, je vais être bref. Il y a un cas qui m'a marqué. Une anecdote que j'ai vécue personnellement. D'un jeune qui doit être d'un jeune français, deux jeunes français. L'un est d'origine camerounaise, si ma mémoire est bonne, et l'autre est d'origine maghrébine. Le jeune homme, les deux étaient de confession musulmane. Et pourquoi ça m'a marqué en fait? Parce que ça montre vraiment que l'on dit ce que l'on ne fait pas. Moi, j'étais imam dans la mosquée où l'événement a eu lieu. Donc, les deux s'étaient entichés l'un de l'autre. Et le jeune homme est venu me voir. Je lui ai dit, va voir les parents, parce qu'en fait, un mariage, c'est pas seulement l'affaire c'est pas deux personnes qui se mettent ensemble. Il y a aussi, en fait, le père devient le beau-père devient le père, la mère, etc. Bref, on crée c'est une nation en quelque sorte que l'on crée. Et ce qui s'est passé, c'est que le jeune homme est parti voir le père, et le père lui a dit des chez toi comme nous, enfin des comme toi chez nous, c'est des abid, c'est des esclaves. Et nous sommes les descendants, il donne le nom d'un compagnon du prophète qui n'a strictement rien à voir avec ce comportement-là, Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Il y a d'autres événements qui sont liés à ça, qui montrent que c'est quelque chose d'incroyablement inhumain, mais ça s'est passé comme ça. Ah, mais attends, Mohamed, je vais te couper, parce que je suis désolé. Ouais. Ce cas, effectivement, bon, on connaît des cas similaires. Un abid, c'est vrai que c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire esclave, pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais Mohamed, il n'y a pas besoin d'aller entre des noirs et des blancs.
tu vois entre Marocains et Algériens, le cas que je donnais tout à l'heure. Ils sont les deux blancs. Ouais. Et pourtant, ils ne veulent pas. C'est compliqué, c'est difficile. Donc, ça, je pense que ce n'est pas simplement une question de couleur de peau. La couleur de peau doit intervenir peut-être à un moment ou à un autre, mais pas systématiquement, ça j'en suis sûr. Alors, tu as raison de soulever cela. C'est vrai qu'on assiste ces derniers temps à une amélioration des conditions. On voit de toute façon que tout cela, en réalité, naît de quoi? Naît souvent de considérations ancestrales, naît souvent de considérations politiques, des pays qui forment une nation, ou plutôt qui partagent la même culture comme l'Algérie et le Maroc, pour des raisons politiques liées à comment dire, à un contexte colonial, mais également à un contexte post-colonial problématique entre les deux pays. Eh bien, ces considérations font que, à un moment donné, n'oublions pas qu'on demande à des Marocains de quitter l'Algérie en masse. Moi, j'ai un frère, et vice-versa, j'ai un frère qui est né à Oran, et d'ailleurs, aujourd'hui, il s'appelle Al-Wahran al-Nadouri, parce qu'il dit, moi, je suis né à Oran, on m'a emmené à Nador, au Maroc, mais dans le Rif. Mais comment dire, ça reste chez moi, en fait. Il dit, je suis... Et ça, c'est des histoires humaines qui sont encore assez vives aujourd'hui. Donc, il y a, c'est vrai, de cela, mais cela ne doit pas du tout nous empêcher de dire que si on se situe sur un terrain purement religieux, eh bien, ça n'a pas lieu d'être. Vous savez, les chiens, les vaches, je sais pas quoi, on les distingue par la couleur de leur robe. Mais pas l'humain. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la différence de couleur ne doit nullement être une raison pour rejeter l'autre. Mais je pourrais même aller plus loin. Moi, je vois aux Comores, c'est parfois le refus qui est motivé par le fait que les deux ne sont pas du même village. Et pourtant, c'est un tout petit pays d'à peine de moins d'un million d'habitants. Ce qui est en train de se passer, moi, je suis assez comment vous dire cela, je suis assez optimiste. Parce que nous vivons une génération où, que nous le voulions ou non, les gens sont en contact avec d'autres qui sont... ton fils, il est en contact avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Donc, en fait, on est dans un village-monde. Et ce village-monde refuse toutes ces considérations. Donc nous, déjà, bien que nous ne soyons pas très vieux, appartenons à une génération où ces choses-là avaient cours. Mais aujourd'hui, ça vit ses derniers jours, ces choses-là, en fait. Ces choses-là vivent leurs derniers jours parce que ça ne peut plus durer, en fait. Il y a 50 ans, on ne pensait pas que... Alors, il y a encore des difficultés aujourd'hui, je le nie pas, et pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai eu un cas de Comorien une jeune femme très intelligente, très instruite, et qui s'est choisi une personne qu'elle aime et qu'il aime. Mais on lui a dit non, il n'est pas du village, ou il n'est pas des Comores, et là-dessus on a des choses très très graves en fait. On se rend compte qu'on a développé tout un vocabulaire. Moi je sais qu'aux Comores, et ça ne va pas faire plaisir à nos amis comoriens, mais il faut dire les choses, on les appelle, l'Africain noir, on l'appelle Gada Gada. Alors qu'est-ce que ça veut dire Gada Gada? En fait on dit que, soi-disant, leur manière de parler est tellement incompréhensible qu'on dit ils parlent comme le gada, gada, gada. On appelle ça un idéophone. Et au fond, les Grecs, autrefois, disaient de celui qui ne sait pas parler qu'il a un cheveu sur la langue, c'est le fameux barbaros, d'où viendra le mot barbare, d'ailleurs. C'est celui qui ne sait pas parler, d'ailleurs, en arabe aussi, et l'ajam, c'est celui qui a un cheveu sur la langue. Donc ça, c'est des considérations. À la limite, si ça restait seulement sur le plan linguistique, ça ne poserait pas de problème, mais ça a des répercussions directes dans la vie des gens. Donc, je vous dis, je vous vois, comment dire, dodeliner de la tête et en même temps dire que c'est encore d'actualité. Je suis d'accord, mais je peux vous garantir que ça vit
Ces choses-là vivent leurs derniers instants dès l'instant où nous sommes dans une génération, dans un village. Cette idée, ça fait très longtemps que je l'entends, que le futur, ce sera un peuple de métissés. Mais aujourd'hui, on voit que cette phrase-là, je l'entendais il y a à peu près 20 ans, déjà dans ma génération, hein, qui est à peu près la même que la tienne. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas bougé énormément. Les autres ont bougé, mais les nôtres n'ont pas bougé. Qui est les nôtres? Les musulmans. Certainement. Moi, je suis pas d'accord avec. Moi, je trouve que c'est là où il y a eu le moins de métissage. de métissage. Non. Ah non, en plus, si tu Non. regardes les chiffres, Non. excuse-moi. Quand tu regardes Emmanuel Todd, oui, je suis qui d'accord. parle du mariage avec les populations, Notamment en autochtones, ainsi de France. suite. C'est le pays où il y a le plus de mariages mixtes La France. en France. Oui, mais Comme moi, de la communauté, non, Avec de la communauté musulmane. Ah bon? Des Français Oui, issus bien sûr. d'immigration. Tu nous avais dit Attends, que... des Français issus d'immigration. Et effectivement, ce que dit Emmanuel Todd, ce qui est très intéressant, c'est que l'exogamie, qui est propre à la culture française, est facteur d'égalité. Ce qui Ou est pas le cas, facteur conduisant à l'égalité. Ouais. contrairement à ce qui se passe aux Anglais. Ce que tu C'est nous pour ça disais à la suite de tes voyages, que toi tu avais vu que les gens se mariaient que entre eux. Oui. Va voir les Aux musulmans en États-Unis Angleterre ou aux ou- États-Unis. c'est le Vas-y, cas. Alors, essaye de voir la mixité. On est sur des mariages mixtes de 5%. moi je ne parlais pas des musulmans versus les autres musulmans dans les autres pays. Je parlais par rapport ne serait-ce qu'aux blancs et on est aux sur Africains. Il y a eu Non, on est sur le un métissage s'est fait beaucoup plus tôt et moins dans la douleur. En tout cas, c'est ma perception. Je ne dis pas bien sûr, qu'elle est réelle, hein, Bien sûr. mais ce que je trouve, c'est que on a pris plus de temps que les autres. Oui, et en fait, il faut te dire une chose. Si tu remontes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas te rendre compte que ce que le Coran, et ça c'est un problème qui est bien de chez nous, l'idéal coranique, ou les idéaux coraniques, ont tellement été en avance par rapport à leur temps, qu'encore aujourd'hui, nous en sommes très loin, bien que nous prétendions le contraire. Les idéaux d'égalité, les idéaux de liberté, les idéaux de justice. Et ça en fait, c'est quelque chose que même nous, en fait, on a du mal à... franchement, je vous dis tel que je le pense, même nous, musulmans, ne sommes pas encore en mesure de comprendre la profondeur de ces idéaux-là. Quand tu regardes l'idéal d'égalité auquel appelle le Coran, mais c'est un idéal incroyable. Et malgré cela, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on va se rendre compte dans le temps que les musulmans, volontairement ou involontairement, vont contribuer à un arrêt de cet élan-là, à travers des choses du style tu changes de religion, on te tue, ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, l'idéal coranique est un idéal où on dit à l'homme lakum dinukum waliya din. Libre conscience, tu as ta religion, vous avez votre religion, j'ai la mienne. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Il n'y a pas de contrainte, point de contrainte en religion. Et en fait, face à cela, on va voir qu'une politique va se mettre en place avec un système d'esclavagisation, etc. On a Omar ibn al-Khattab qui va par exemple aborder des questions du style au nom de quoi allez-vous considérer des gens comme des esclaves alors qu'ils sont sortis libres du ventre de leur mère? C'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les hommes naissent égaux en droit et devant la justice. Donc cet élan-là va à un moment donné être avorté. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons retravailler à lui donner du sens, véritablement. Mohamed, tout ce que tu viens de dire, j'y adhère à 150 000%. Ah ouais. Comme d'habitude, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est pas pour lancer des fleurs, je te piquerai plus tard. Mais il ne faut pas oublier, Malik, Adam, c'est que nos parents, très souvent, au pays, c'était des paysans qui... Beaucoup d'entre eux ne savaient pas lire et écrire, qui étaient dans l'entre-soi, qui parfois se mariaient entre cousins et cousines. Tu penses sincèrement que nos parents, ils ont ces grands idéaux dans l'esprit? Et comment tu veux, en fait, pouvoir leur demander ce genre de choses? Non, mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça revient à la question de tout à l'heure, c'est pas noir-blanc, je le répète. Je te parlais de couple, tout à l'heure, c'était tunisien et marocain. Non, mais déjà, il y avait problème. Moi, j'ai abondé dans ton sens en disant, par exemple, le cas des Comores. Je te dis qu'aux Comores, des gens qui ne sont pas du même village, aux Comores, une anecdote assez intéressante. Il y a aux Comores ce qu'on appelle le grand mariage, et Zawaj el-Kabir. Et le grand mariage, jusqu'à pas très longtemps, tu ne pouvais le faire qu'avec une femme de chez toi. De chez toi, c'est-à-dire de ton village.
Et il y avait même des chansons qui étaient faites pour parler du devoir, pour dénoncer le prétendu devoir de se marier dans sa ville d'origine. Et donc ces barrières-là, je vous disais, sont en train de tomber les unes après les autres. Ça ne peut pas continuer de toute manière dans un endroit, dans une époque où le monde est devenu un village. C'est pas seulement de globalisation, le monde est devenu un village. Aujourd'hui, il y a 10 ans, il était inimaginable que j'allais pouvoir être en France et voir mon père, hein, et je le vois tous les jours, alors qu'on est à 10 000 kilomètres l'un de l'autre. C'est une manière de dire que, qu'on le veuille ou non, des changements sont en train de s'opérer et ils s'opéreront dans ce domaine-là en particulier. Parce que je cite souvent un poème qu'on nous avait appris quand on était au lycée de Ahmed Shawqi. Ahmed Shawqi, le grand poète égyptien qu'on a surnommé Amir al-Shu'ara, le prince des poètes, il a écrit un poème qu'il a intitulé Nasib. Il dit khada'ouha biqawlihim hasna. Ils l'ont baratiné en disant, c'est le père qui se plaint, hein, ils l'ont baratiné en disant qu'elle était belle. Et les beaux oiseaux se laissent toujours endormir par les louanges et tout. Il dit la vois-tu qu'elle m'a oublié, moi qui suis son père, quand dans sa tête les noms se sont multipliés, Philippe, Paul, etc. Là il parle de sa fille. Il dit quand elle me voit, tamilu anni, elle me néglige comme si entre elle et moi il n'y avait rien. Et il continue, et là il parle ce que je me rappelle que le cheikh de mon papa, qui est aussi notre cheikh, c'est le mufti, c'est Mohamed Abdurrahman, Allah yarhamhu, il aimait beaucoup ce passage-là, où il parlait du schéma tactique de la drague. Et schéma tactique de la drague, quand tu regardes bien, la drague c'est quoi? Dit Ahmed Shawqi dans ce poème. Il dit, ça commence toujours par nadra. Nadratun, c'est un regard. Fabtisamatun, suivi d'un petit sourire. Fasalamun, suivi d'un bonjour. Fakalamun, suivi d'échange. Famaw'idun, après rendez-vous. Faliqa, ou rencontre. Donc, en fait, pourquoi vous dire cela? Parce que, en fait, Voltaire disait dans Zadig, on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Et parce que les gens vivent les uns avec les autres, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Fatima, vivant à côté de Malik ou Abdallah, qui sont de couleurs différentes, eh bien, ils vont s'enticher l'un de l'autre. Donc, qu'on le veuille ou non, le fait que nous vivions aujourd'hui mélangés contribuera ipso facto à faire évoluer les choses dans ce sens. Je suis pas d'accord. Ouais. Fallait que ça sorte. Non, parce que en fait, tu omets le poids de la famille. Et le chantage émotionnel qu'il y a dans les familles. Alors, je vais parler de celles que je connais. Les familles maghrébines. D'origine maghrébine, hein, française d'origine maghrébine, évidemment. Moi, je suis français, on est tous français ici. Le chantage. Quant à la relation au pays, aux origines, mais je pense pas que ça va moins vite qu'ailleurs. Et je pense que la dimension, au-delà de la dimension religieuse, Mohamed, la dimension plutôt, je veux dire, culturelle, c'est elle qui prend le dessus. Mais là, je pense qu'on se trompe, cher ami, parce que, en fait, on oublie que même les familles vivent dans ce village-monde. Et que la culture, les traditions, ça tient un temps. Donc, je ne nie pas du tout, je ne mésestime pas du tout cette dimension qui a encore son poids aujourd'hui. Mais je peux te garantir que le poids que cette dimension avait hier... Mais est-ce que tu ne penses pas, Mohamed, excuse-moi de te couper, que si on se sentait encore plus français, de par le fait que tout se passerait bien, ça irait plus vite? Et est-ce que le fait qu'on n'a pas l'impression, on a un peu l'impression, ce que disent les gens, hein, moi je ne suis pas dans cette culture de la victimisation de la pleurniche, mais si on n'était pas entre guillemets pointé du doigt de par nos origines, mis à l'écart, ainsi de suite, il n'y aurait pas ce retour qui se fait de plus en plus sur nos origines. Sans doute. Et qui fait que ça crée en fait ces tensions. En fait, on revient sur l'histoire du pays, d'origine, du Maroc. Alors qu'on de n'y connaît plus rien. en plus, il y a de plus en plus de retours. Alors qu'on n'y connaît rien, mais on y revient parce qu'on ne se sent pas totalement considéré comme français. Non pas on ne se sent pas français, on ne se sent pas considéré comme français, donc on ne se sent pas
par effet miroir français. Et donc on se dit, ouais, bah, je suis quoi? Bah, je suis peut-être marocain, sénégalais, turc, ainsi de suite et tout ça. Et donc ça me pousse. Alors que si je me sentais plus français, et donc ça, c'est plutôt maintenant la question moi, que j'aimerais aborder, je ne sais pas ce que vous en pensez, du racisme en France. Et de comment il est vécu, comment il est partagé, ainsi de suite, avec ce qu'on voit sur les violences policières, ainsi de suite. Est-ce que tu ne penses pas que ça aussi, ça participe Très en fait? certainement, très certainement. Mais en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le français d'origine, entre guillemets, musulmane, même si l'islam n'est pas une... La musulmanie n'existe pas, comme la non-croyance hispanique non plus. Les deux sont tout aussi réels que le pays d'Alice. Mais il y a inévitablement, indiscutablement, quelque chose de cet ordre-là. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose que nous sommes les seuls à vivre. Sioran a écrit un bouquin, Sioran, un écrivain qui a écrit un bouquin qu'il a intitulé « Tentation d'exister ». Dans lequel bouquin, il a abordé, entre autres choses, le cas du juif. Le juif qui était considéré comme apatride. Et il disait justement comment celui-ci a réussi à créer, à tenir à son identité, etc., etc. Et il y a de cela, il y a des choses en fait, souvent tu me parles de la Ashkala, souvent tu me parles... Parce que même les juifs reviennent sur des noms, Mais bien entendu. et des prénoms Oui, parce que... d'origine juive. Mais tu sais pourquoi? Parce que nous sommes à un tournant de l'histoire. Ce que nous vivons, très souvent, tu me rappelles cette phrase de Michel Serres qui disait que la révolution numérique est sans doute plus importante que la découverte du feu. Et que nous vivons quelque chose... en fait, en 20 ans, ce que nous avons vécu des années 2000 à aujourd'hui, je ne pense pas que l'histoire de l'humanité ait connu dans sa vie quelque chose d'aussi brutal et d'aussi rapide. Et c'est la raison pour laquelle je reste très optimiste, en fait. Et je me dis, quand parler des Juifs ici, ou d'autres communautés qui ont vécu une histoire qui est similaire... Plus les Juifs, les protestants, ils étaient déjà français. Bien entendu, mais ils ont subi aussi, les protestants, des violences incroyables, et qui ne sont pas comparables à ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut être clair là-dessus. Parce qu'il faut aussi savoir raison garder dans cette affaire, parce que malheureusement, tout le monde extrapole et on se lance dans une concurrence victimaire qui n'a pas de sens. Mais il est vrai, je suis d'accord avec toi, que l'existence de ce refus qui est signifié par tantôt certaines catégories, tantôt par certaines associations, voire une ou deux institutions ici ou là, eh bien, est de nature, ce rejet est de nature naturellement à créer une espèce d'instabilité psychologique qui peut être de nature, en effet, à favoriser cette schizophrénie qui est claire et nette du fait que tu te dis, mais finalement, d'où suis-je? Et je pense que Sioran dit une phrase dans son bouquin précédemment cité, qui dit « Nous tirons l'essentiel de nos réussites, de nos échecs ». C'est justement de cela que nous devons, nous renforcer, en fait. Parce que de l'autre côté aussi, il ne faut pas oublier que nos parents, quand ils sont venus ici, ils sont venus dans un pays étranger, qui leur était étranger. Et ils ne pensaient pas qu'ils allaient rester ici, au point de nous avoir ici. Et donc, il y avait toujours cette idée de partir, l'idée du retour. Sauf que, alors, il y a le moufti des Comoriens de Marseille, Cheikh Ali Mohamed, qui dit souvent, et de France, qui dit souvent que, en fait, le Comorien est assez bizarre, parce qu'il veut mourir aux Comores et vivre en France. Il en est de même des Maghrébins. C'est ils vont tous se faire enterrer au bled. Oui, on n'est pas les seuls. Et c'est là où justement j'ai voulu, tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de le développer, je me dis le jour où le fait d'être enterré à l'étranger sera dépassé, ces questions-là aussi le seront. En fait, je pense qu'il faut toujours savoir raison garder lorsque nous parlons de ces choses-là et mettre plus de raison que d'émotion dans ces échanges. Alors, pour l'histoire des protestants et des juifs, par exemple, moi, le mot différent, ce n'est pas celui que j'utiliserais. Ils ont été victimes d'ostracisme,
d'exclusion, de mise à l'écart, etc. Mais c'est pas du tout, même les Italiens, hein, quand ils sont venus ici, les Polonais, etc., il faut regarder les Espagnols, il faut regarder, revenir un peu en arrière, parce que c'est ce qui nous manque. Hein. Nous manquons d'histoire, en fait. Et on se rend compte que, d'ailleurs, ce qu'on sort aujourd'hui aux Noirs, aux Français de couleur noire ou d'origine maghrébine, c'est des mots qui, en fait, c'est des mots qui ont déjà existé. Mais là, rien, racisme. mais bien entendu, mais naturellement, c'est pas ça. On nie pas le racisme. Mais c'était juste pour dire que moi, le mot différent, c'est pas celui que j'utiliserais. On parle quand même pas ici d'assassinat de masse, comme ça a été le cas avec la Shoah ou le massacre les pogroms. Non, on n'en est quand même pas là. Il faut savoir raison garder et dire que il y a du racisme, c'est vrai, c'est indéniable, et il faut être d'un bord politique qui pratique ce racisme pour le nier, clairement, on va dire les choses telles qu'elles sont, mais en même temps, il faut, et le Coran le dit très clairement en fait, et je trouve que nous le faisons que très rarement, nous. Le Coran est contre la généralisation. Le fameux « laïsou sawa », ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que nous tous qui sommes là avons été bénéficiaires de... moi je suis docteur, ingénieur, cadre sup, cinéaste, vidéaste, bref, on est ici tous les quatre avec un background intellectuel que dans un autre système, allez, on va se jeter dedans, dans le système anglo-saxon, étant donné nos origines sociales. Ça dépend où, Mohamed. Aux États-Unis, c'est plus dur. En Angleterre, c'est oui, mais l'école est payante, etc. Oui, mais bien entendu. Mais n'empêche que tu finis tes études. Moi, ce sur quoi je suis d'accord avec toi, c'est que cette année encore, il y aura des promos d'ingénieurs, de médecins, d'avocats, issus de l'immigration, de noirs, de toutes les couleurs, ainsi de suite. Oui. Non, mais en fait, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai. Mais ça c'est un acquis. Et ça, c'est toutes les luttes anciennes. Oui. Les anciens peuples, eux, qui sont venus et qui ont immigré ici, ont lutté. On profite de ces luttes, mais d'une certaine manière, il faut continuer. C'est la raison pour laquelle nous autres disons, quand on est dans une structure antiraciste, il faut éviter comment dire, d'être dans la caricature. Malheureusement, ça arrive souvent. Et du coup, notre parole devient inaudible. Parce qu'on dit la France est comme ci, la France est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tout ce qu'on a dit là ne nous empêche pas de dire qu'il y a du racisme. Exactement, c'est ça. Tout ce qu'on a dit là ne va pas nous empêcher de dire que Adama Traoré, Théo et encore le jeune Gabriel qui s'est fait massacrer dernièrement. Certains vont rétorquer que c'était un voleur de bicyclette. Oui, mais est-ce que le voleur de bicyclette mérite la mort? Si c'est comme ça, très peu auraient vécu, parce qu'à un moment donné dans notre vie, on a fait une bêtise, une manière. Et comme dit la parabole biblique, que celui qui n'a jamais péché me jette le premier la pierre. Ça n'a pas de sens en fait tout cela. Et puis les personnes qui passent leur temps à se faire passer pour des saintes nitouches, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. On n'est pas tous. Comme dit trivialement un proverbe africain, chacun de nous a un coin qui pue. Donc il faut pas. En fait, ça suffit tout simplement. Il faut seulement aller regarder. Et quand on gratte, finalement, si on gratte sur tel ou tel, on trouvera qu'à un moment donné, volontairement ou involontairement, on a fait une chose dont on n'est pas fier et qu'on n'aimerait pas que les gens sachent. Donc, bref, il ne faut pas se lancer dedans. Mais n'empêche que, tout cela dit, on peut, avec tout ce que nous avons dit, avec toutes les parenthèses que nous avons mises, reconnaître qu'il y a un racisme et qu'il ne faut surtout pas qu'on vienne nous raconter qu'il n'y a pas de racisme dans telle institution. Moi, quand je suis venu du Bled, on avait les cours. C'est peut-être un peu différent de vous qui êtes de formation scientifique, mais en lettres, on a beaucoup de bouquins à acheter. On nous demandait d'acheter un bouquin, mais moi, je n'avais pas de bourse. Donc, tu te retrouvais très rapidement. Alors, il y avait le système d'emprunt à la bibliothèque, etc. Mais bon, ça avait ses limites, en fait. Et donc, on te demandait, est-ce que tel livre... Moi, je me rappelle que on avait fait un jour un devoir... un commentaire composé, je crois, et on nous avait demandé de parler d'un tableau de Désessinte.
et il était question à un moment donné de fêtes foraines, etc. Mais moi, j'ai jamais connu de fête foraine aux Comores. Moi, je pensais que c'était un truc. Donc, en fait, le tableau, l'art, aux Comores, on faisait pas ça. Donc, tu viens ici, tu te retrouves jeté dedans, t'es perdu, en fait. Donc, il y a des bouquins, etc. Et le prof, à la limite, il demande à ce que le bouquin soit lu. Peu importe que tu aies les moyens de l'acheter ou pas. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui peut-être ont des bourses ou ont des parents qui ont les moyens, etc. Et tu dois être comme eux, entre guillemets. Alors que tu ne pars pas du même niveau. Tu pars pas, le départ n'est pas Quand le ils même. font 100 mètres, on en fait 200. Ah ben exactement. On Donc, arrive au même point, mais quand eux, ils ont fait 100 mètres, les Françaises de situation sociale aisée, je ne parle pas de ceux qui ont vécu avec nous dans les quartiers populaires, hein. Je parle de ceux qui sont de situation aisée, c'est la majeure partie des gens qui font des grandes études, hein, c'est la réalité. Bah, quand on est arrivé au à la même ligne d'arrivée en même temps, On a fourni plus d'efforts. on a couru 2 fois plus vite en fait. Ouais. Mais ça répond pas à la problématique actuelle, Mohamed, Adam et Malik, sur lesquels moi j'aimerais discuter, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, au-delà de la dimension religieuse, que là il y ait un réel tournant qui se fasse et des choses qui peuvent s'opérer, à réfléchir avec nos concitoyens évidemment de toute origine et de toute confession sur la question de l'exclusion, de la discrimination, du racisme. Parce que je suis ingénieur, moi ça va, je veux dire, mes enfants, je pense qu'ils auront la chance d'avoir des parents qui ont fait des études, mais tu sens que moi aussi, quand je vois un policier, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ça va bien se passer? Je dis, c'est franchement des choses que je me pose, mais vraiment. Je me dis, est-ce que ça va bien se passer? Mais tu sais, cette question-là, en fait, je pense qu'une des solutions, c'est déjà l'écoute. Et malheureusement, nous manquons d'écoute. L'écoute, qui doit écouter? C'est exactement, c'est une très bonne question. En fait, on doit apprendre à s'écouter. Et apprendre à s'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apprends à écouter ce que l'autre te dit. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une espèce de surdité. On ne veut pas entendre l'autre dire « mais là, tu es en train de marcher dessus ». C'est un peu comme le débat, mais de bas de gamme et de cours d'école, de bac à sable, sur le mot islamophobie. Islamophobie, oui, c'est les mots-là ou je ne sais qui. Mais en fait c'est quoi le but? Le but, c'est que moi, je suis victime d'une chose, d'une exclusion, sur la base de mon appartenance religieuse. Comme c'est moi qui suis victime de cela, je n'ai pas besoin que toi, tu viennes me dire par quoi je vais nommer ce dont je souffre. C'est là où ça devient schizophrénique, en fait. Et le problème vient de là, c'est que l'autre ne veut même pas m'entendre. Et de la même manière, il faut que, quand l'autre parle, j'entende quelles sont les raisons qui l'ont poussé à faire ça. Et en discutant. Ouais, mais rien ne pousse à ce qu'on mette des coups de Rangers dans le visage d'un enfant. Mais là, le propos est clairement... c'est pas explicable. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est que quand la police, en tant qu'institution, entend un propos pareil, il faut pas que les policiers se recroquevillent, se braquent en disant non. Et en fait, en réalité, c'est exactement ce que nous autres disons à nos concitoyens de confession musulmane. Quand un attentat a lieu, on dit clairement, c'est pas les musulmans, etc. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois des gens de chez nous qui disent « moi, j'ai pas à manifester parce qu'un terroriste a fait un attentat ». Mais eux, aujourd'hui, ils sont en train de demander à la police la même chose. Mais les policiers peuvent vous répondre de la même manière. Sauf que, Imam al-Ghazali, dans l'Ihya, il dit « on apprend les défauts de sa personne de la bouche de 4 personnes. Première personne, Waliun Murshid, un guide dans la voie de Dieu qui va t'orienter et te dire si, ça. Deuxième personne, Akhun Sadouk, un ami véridique qui va te dire là, cher ami, ce que tu as fait, c'est pas bon, etc. Troisième personne, il dit l'ennemi. Parce que l'ennemi, par définition, c'est celui qui va toujours chercher à montrer ce qui, chez toi, ne marche pas.
Donc tu apprends de lui tes défauts. Et quatrième personne, les gens. Comment ça, les gens? Il dit, il faut éviter, comme le dit Ibrahim alayhi salam, d'être comme quelqu'un comme qui personne ne souhaite être. C'est un peu long comme phrase. En gros, ô toi Dieu, fais en sorte que je ne sois jamais quelqu'un auquel personne ne souhaite ressembler. Donc en fait, en disant cela, c'est quoi? On apprend au moins, si tu me considères comme ton ennemi, par exemple, mais au moins tu te dis, lui, mon ennemi, il va chercher mes points faibles pour les montrer. Et c'est pour ça que le Shafi'i a dit sa célèbre phrase, mieux vaut avoir un ennemi intelligent qu'un ami idiot. et en fait, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, j'entends ce que l'autre dit. Le problème, c'est qu'on est dans une surdité sans nom. De même que l'on demande, moi je dis aux musulmans, mes co-religionnaires, en fait, c'est pas la bonne démarche que de dire, il y a eu un attentat, ça ne nous regarde pas. Non. Il faut comprendre que notre concitoyen d'une autre confession que la nôtre Se pose des questions. Se pose des questions et ces questions sont légitimes. De la même manière, le policier qui voit ça, qui entend parler de Théo, il faut aussi qu'à son tour, il se dise, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a un travail interne. De même que nous autres aussi, chez nous, on dit, mais non, c'est dans des livres de fiqh qui poussent, c'est détourné, je suis d'accord avec vous, mais ça existe. On ne peut pas venir dire que ce que Daesh fait, c'est pas islamique. Oui, selon l'islam idéal. Mais je suis désolé, disons les choses. Demandez à n'importe qui de donner une seule exécution, un seul acte terroriste que Daesh a commis qui n'existe pas dans le fiqh. Brûler des gens, ça existe. Décapiter des gens et amener les têtes, ça existe. Violer, ça existe. Donc à un moment donné, soit tu te dis, on arrête, on regarde, on se dit, on fait le tri, on fait le ménage. De la même manière, on demandera, le policier doit se dire, mais nous aussi, on doit faire le ménage. Mais le problème, c'est qu'on se recoville sur soi, on se dit, non, nous, non, on n'a rien. Mais non, c'est pas possible. Et ce qu'a subi le jeune Gabriel est tout simplement inhumain. Ce que Théo, qu'une matraque se trompe au point de détruire comment dire, la vie de quelqu'un, tu te dis, non, c'est pas possible à un moment donné. Enfin, on peut dire, moi je m'y connais pas du tout, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ça, Certains te diraient que c'est pas la même chose, dans le sens où ils sont, c'est ce qu'on appelle, j'aime pas les forces de l'ordre, j'appelle plutôt ça, moi, des gardiens de la paix. C'est des gens qui sont censés amener la paix. Et c'est eux qui ont le monopole de, tu sais... De la violence. Légitime. Oui, ça permet de la violence légitime. Max Weber. Bien sûr. Mais lui, il devrait être doublement puni de par la trahison quant à sa fonction, à sa déontologie. Et dire, quand un médecin, il devient charlatan, je veux dire, toi qui te connais Adam, il est viré, il est exclu, et il peut faire de la prison. Et il paye l'amende, et il fait de la prison, et là, ce qui se passe, c'est que, je suis désolé, je veux dire, historiquement, dans l'histoire de la police en France, il y a une culture du rejet et du racisme, ça ne date pas des Arabes, déjà au temps des Juifs, les rafles et ainsi de suite, c'était pas fait par des... pogroms, oui, bien entendu. Oui, je parle pas des pogroms, je parle de la police. Là. Ouais. Je parle de la police, en Seconde Guerre mondiale, elle a joué un rôle. Et ensuite, pendant la guerre d'Algérie, quand les Algériens qui vivaient ici, il y a eu des massacres et tout ça, on sait ce qu'a fait Papon, ainsi de suite. Et là, franchement, je ne vais pas te mentir, ce que j'ai entendu la dernière fois, moi, c'est au-delà des morts qui sont évidemment dramatiques. Moi, la question, parce que quand j'ai entendu le policier dire depuis quand les bicots ils sont encore dans ce vocal. Oui, parce que Bico, ça me fait rappeler les années 60. Oui, voilà, c'est très vieux. Allez, je me suis dit, ah non. Mais c'est violent. Mais surtout qu'il y a, parmi ces policiers, et j'ai même pas imaginé comment ils font pour vivre et comment travailler, d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui se sont plaints, beaucoup de Français issus d'immigration. Bien entendu. Mais là, de plus en plus. Mais je... Donc, c'est pas à comparer la police et des gens qui ont rien compris à leur religion et qui sont des frustrés et qui se servent de ça pour tuer des gens. Je veux dire, on n'est pas sur les mêmes registres. Non, un, il a les armes pour pouvoir garder la paix. L'autre, il se procure les armes pour faire la guerre. Je ne comparais pas
les populations concernées. Je comparais ceux qui prennent la parole au nom des uns et des autres. Ok. Et qu'en fait, on est dans un discours, dans un dialogue de sourds. On demande souvent, on a vu d'ailleurs, c'est les ayatollahs de la haine, hein, qui passent leur temps sur les chaînes de télé et de radio à dire oui, on n'a pas vu suffisamment de musulmans. Ça, je l'ai entendu à la marche du. Nous, on y était. Bien entendu, on y était tous les deux. Mais bien entendu, mais il faut, oui, non, mais surtout que c'est écrit sur le front. Oui, mais viens me compter, Missier. Reste où tu veux. Mais moi, ce que je fais, je ne le fais pas pour te plaire à toi, je le fais par principe, pour mes convictions, par amour, par des valeurs qui sont celles de ma religion et de mon pays. Exactement. Donc là n'est pas la question. Ce que je dis, ce que l'on remet en cause, c'est quoi? C'est que d'un côté comme de l'autre, il y a toujours des porte-paroles. Alors je ne généraliserai pas, encore une fois, c'est pour ça que j'utilise l'indéfini, des porte-paroles qui vont sommer l'autre, qui vont te dire « mais non, on n'a pas parlé au nom de... Enfin, on n'a pas manifesté parce que c'est des brebis galeuses, etc. » Parce que c'est exactement le terme qui est utilisé ici, en fait. C'est qu'on est en train de minimiser en disant « c'est des brebis galeuses ». Ok, mais la même chose ici, en fait. C'est pour ça que je dis, le parallèle, il est très intéressant. Parce que tout le monde dit « ça n'a rien à voir avec nous ». Oui, mais ok. Sauf que... les policiers, oui, mais bien entendu, autant des policiers que de nous, musulmans. On nous dit, il y a un attentat, c'est pas nous, ça n'a rien à voir, etc. Ok, j'entends. Et là, 99,99% des musulmans du monde sont réglo. Je suis d'accord avec toi. Mais cela n'empêche que ça s'est passé ces dernières années. On a des gens qui commettent des attentats qui se trouvent être de confession de chez nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ici, tu me dis, parce qu'en fait là, non, mais parce qu'on comprend, on parle pas de la même chose. Ce que je suis en train de dire ici, je te parle des gens qui parlent au nom des porte-paroles. Okay. Voilà, mais je parle pas de l'acte en fait, je parle des porte-paroles. Et de la même manière, les syndicats de police viennent te dire que nous, et d'ailleurs on a vu, moi pas plus tard que ce matin, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, le ministre de l'Intérieur en disant que quiconque serait, et c'est une déclaration très forte, hein, quiconque serait soupçonné de racisme serait suspendu jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que, justement, si les faits sont avérés, on le suspendra jusqu'à nouvel ordre. Et il y en a qui te disent, le ministre de l'Intérieur vient de lâcher la police. Mais non, justement, la meilleure manière de redonner à la police ses lettres de noblesse, c'est de se débarrasser, justement, c'est qu'elle se débarrasse de ces brebis galeuses. Et c'est exactement de cette manière que nous, musulmans aussi, allons pouvoir, pas redorer notre blason, parce qu'on a notre blason en tant que... Moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là qui ont tué, etc. Mais n'empêche qu'ils le font. Et c'est là où il faut vraiment que nous soyons... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on sache nous écouter. Il faut qu'on sache nous parler. Il faut qu'on sache se parler, pardon. Quelqu'un qui entend quelqu'un qui égorge un enfant, et qui dit Allahu Akbar, ou qui égorge un innocent comme ça. Il me voit, moi, dire Allahu Akbar pour prier. Je suis désolé, il va faire le lien. Il faut arrêter de se raconter des salades. Il va te dire, mais là, alors, je peux lui expliquer, c'est mon rôle après, c'est mon devoir de m'asseoir tranquillement. Pas de venir dire, non, ça n'a rien à voir. S'il suffisait d'entendre une chose pour comprendre, nous serions tous des matheux, hein, parce que depuis le CP, on nous parle de 1 plus 1, c'est pas pour autant que... c'est pas pour autant que je suis mathématicien, ça se saurait. Donc, c'est une manière de dire qu'il n'y a rien de mieux que quoi? Que de se dire, moi, je dois apprendre à écouter l'autre. On apprend à s'entendre, à s'écouter. S'entendre parler, déjà, c'est le début de la solution. Parce que quand on en vient à se taper dessus, c'est qu'on manque d'arguments. Et on manque d'arguments quand on ne sait pas se parler. C'est la même chose dans les vies de couple. Quand les problèmes commencent, c'est quand justement on n'arrive plus à échanger. J'ai envie de te demander un truc, parce que là, du coup, c'est le lien avec les musulmans et les policiers. Oui. Au début, on parlait de formation. Oui. Donc, on peut dire que le musulman lambda, il y a un manque de formation, parce que du coup, là, c'est de la base, tu parles de la base, et chez les policiers, on a le même souci. Oui, tu parles d'apprendre à s'écouter. Qu'est-ce qui se passe dans cette police? Qu'est-ce qui se passe chez les musulmans? Il y a un truc qui est cassé, il y a... Moi, en fait, je partirais de l'idée, encore coranique, qui dit que, en fait, il faut avoir le courage, ça c'est un courage énorme, de dénoncer le mal de quelques personnes
qu'il vienne et sur quelques personnes qu'il tombe. C'est la base de la justice. Je n'ai pas de corporatisme face au mal. Vous devez pouvoir dire que moi qui suis votre frère, si j'ai fait quelque chose de répréhensible, il ne faut pas que vous liguiez autour de ah ben lui c'est un des nôtres, parce qu'en réalité c'est ce qui est en train de se passer aussi de l'autre côté. Ah ben comme c'est pas nous, c'est nous, on doit cacher. Et quand c'est l'autre, non. Le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une interdiction adressée au prophète qui lui dit وَلَا تَكُونَنَّ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Ne sois jamais le défenseur des injustes. Je pense que cette phrase-là, si chacun de nous l'applique, de partout, il n'y aura aucun problème en fait. C'est que l'idée, c'est de se dire que je ne soutiens personne. La personne a fait une erreur, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam disait justement, une personne, l'imam al-Baghawi, on en a parlé tout à l'heure, il y a un hadith qu'il rapporte, dans lequel il dit qu'une femme a croisé un homme et elle portait des choses, si ma mémoire est bonne, sur la tête, et un homme l'a bousculée. Et elle s'est mise à ramasser ses affaires qui étaient tombées et l'homme a continué sa route. Et c'est là que le prophète, le prophète a dit, voilà en fait, toute communauté qui repose sur le fait que quand le fort agit, il est laissé. Mais quand c'est le faible qui a fait une bêtise, là on le punit, mais c'est une communauté qui est vouée à avoir tous les problèmes du monde. Donc on ne doit pas regarder la couleur, le rang social, le statut social, l'origine de la personne, ou son incorporation, ou sa corporation. Non, tout le monde doit être égal devant la justice et en termes de droit. Et là, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il n'y avait jamais de jugement et que ça n'aboutissait pas, etc., tout cela, eh bien, c'est ce qui crée cette frustration. Parce personne n'aime l'injustice. Vous savez, il y a une très belle phrase d'un théologien contemporain mauritanien qui s'appelle Abdallah Ben Bayyah, que je trouve très belle. Il dit « Il suffit à la justice comme force le fait que tout le monde se dit juste, même l'injuste. Et il suffit à l'injustice comme défaut que tout le monde se dit contre l'injustice, même ceux qui la commettent. » Je pense encore une fois que si tout le monde, vraiment, en tout cas je l'espère, pouvait revenir sur cette maxime, je crois que c'est Raghib al-Asbahani qui disait لو تعاطى الناس أسباب المحبة, si les hommes se donnaient les raisons de l'amour, il se passerait de gouvernants.